pour réduire la pauvreté, parce que l'envoi des travailleurs à l'étranger permet à beaucoup de ménages, surtout dans des régions rurales, d'échapper à la pauvreté, et représente autant aussi d'une demande intérieure qui ne manque pas d'impulser la croissance économique en Tunisie, et qui n'a pas manqué d'impulser la croissance économique en Tunisie. En plus, évidemment, de quelques projets financés par les immigrés et qui ont contribué à transformer pratiquement le paysage urbain dans beaucoup d'endroits. Il suffit de voir quelques espaces connus pour être des sources d'immigration en Tunisie, par exemple Msek, Sahel. C'est un paysage totalement transformé grâce aux investissements des immigrés. Zarzis. Zarzis, exactement. Bon. Donc, la contribution de l'immigration est évidente et elle est non négligeable à tout point de vue. Mais malheureusement, malgré cette contribution importante, c'est ça le paradoxe, on remarque l'absence d'une politique migratoire conséquente et consistante et facilement repérable et identifiable. Le deuxième élément peut-être qui concerne les évolutions récentes, c'est que la Tunisie a accepté au cours des dernières années d'être un simple sous-traitant dans le cadre de la politique migratoire européenne, dans le cadre de la gestion des frontières, donc, qui se déplacent, frontières de l'Europe qui maintenant s'installent à nos portes, ces frontières. Donc la Tunisie, comme le Maroc, comme la Libye, comme l'Égypte, ont accepté pratiquement de se contenter de jouer un rôle subalterne, de sous-traitant, pour assurer la sécurité de l'espace européen. Ce phénomène et ce statut s'est aggravé avec la politique de voisinage et avec une démarche qui s'appelle maintenant more for more, c'est-à-dire donner plus pour avoir plus. Donc la Tunisie, moyennant l'acceptation, disons, de la gestion, ce qu'on appelle la gestion intégrée des frontières, et l'acceptation de la réadmission des migrants en situation irrégulière dans l'Union européenne. Moyennant ça, la Tunisie pourrait éventuellement aussi prétendre à un assouplissement de l'octroi de visas de court séjour et pourrait aussi éventuellement avoir des privilèges ou bien des avantages pour accéder aux différents canaux qui sont de migration de travail, répondant aux besoins identifiés des pays partenaires, c'est-à-dire européens. Donc, contre une implication réelle, il y a des promesses virtuelles. On présente ça, more for more, comme une politique de gagnant, comme une politique de donnant-donnant, mais ce n'est pas pour autant une politique de gagnant-gagnant, étant donné donc le caractère asymétrique des relations entre les pays du Nord et les pays du Sud, et étant donné aussi les rapports de force présents qui pèsent défavorablement sur le partenaire Sud. Dans tous les cas, dans la situation de la mondialisation, il y a un changement majeur qu'il faut souligner. Avant, la migration consistait à ce que le travail
aller chercher le capital chez lui. Dans le cadre de la mondialisation, étant donné que la libéralisation a concerné tout, sauf la circulation des êtres humains, des travailleurs, la politique des pays du Sud s'est transformée en politique d'accueil. C'est-à-dire que les pays du Sud essayent d'aménager les conditions qui favorisent l'arrivée des capitaux chez nous pour créer le travail sur place. Donc ça, c'est une mutation majeure dans le contexte de la mondialisation. Malheureusement, cette mutation majeure s'est accompagnée par une aggravation des rapports de force en faveur du Nord, du capital. Pourquoi? Parce qu'on assiste à une compétition exacerbée entre pays du Sud pour s'attirer les faveurs du capital et les attirer chez eux. Donc, chacun essaye de donner le maximum d'avantages sur le plan financier, sur le plan fiscal, sur le plan social, même sur le plan écologique, c'est-à-dire en fermant les yeux sur les dégâts environnementaux. Donc, les pays du Sud sont devenus en compétition régressive, parce que la compétition peut être progressive et favorable au progrès, mais dans ce cas, elle est régressive, dans la mesure où elle se traduit par un manque à gagner pour l'État en termes de recettes fiscales, et elle se traduit aussi par une précarisation, une fragilisation de l'emploi sur le plan social, puisque on essaye d'offrir des avantages en termes de flexibilité de travail, en termes d'absence de syndicats dans certains endroits, surtout les zones franches, et ainsi de suite, donc qui fragilise un peu l'emploi, pas un peu, qui fragilise réellement l'emploi. Et cette fragilisation, elle est même consacrée par la loi, à travers des réformes du Code de travail, qui accordent cette possibilité de flexibilisation de l'emploi et du salaire. Donc, et comme j'ai dit, ça peut avoir un impact négatif dans beaucoup de cas sur l'environnement, dans la mesure où on n'est pas strict concernant justement le contrôle de l'impact environnemental des investissements directs étrangers qui se déroulent dans nos pays. À côté de la compétition entre pays du Sud, en fait, cette situation aussi d'empêchement de libre circulation des travailleurs se traduit par des inconvénients majeurs dans les pays du Nord. Pourquoi? Parce que le capital du Nord, maintenant, il peut négocier son départ. C'est-à-dire pour ne pas délocaliser, ce qu'on appelle la délocalisation, donc il marchande des renoncements en termes de politique sociale dans les pays du Nord. C'est pour ça, maintenant, en contrepartie de ne pas délocaliser, le capital international dans les pays du Nord essaye d'avoir et d'attirer le maximum d'avantages, soi-disant pour ne pas délocaliser. Et même les politiques européennes envisagent dans beaucoup de cas d'octroyer des avantages pour justement empêcher ou bien réduire le phénomène de délocalisation vers les pays du Sud. Donc vous voyez un peu dans ce contexte de mondialisation, on devient en cours derrière le capital pour l'attirer, pas pour aller chez lui. Et ce capital profite de cette situation pour imposer des politiques régressives, non seulement au Sud, mais aussi au Nord. Et de ce point de vue, je considère que, en fait, la classe ouvrière du Nord et du Sud est appelée à être solidaire et à coordonner leur action, parce qu'en fait, nous sommes
embarqués dans la même barque qui risque donc de s'enfoncer dans l'économie. Voilà un peu, c'est des généralités pour un peu introduire le débat. Entre nous, je ne suis pas spécialiste non plus de cette question pour pouvoir aller dans les détails des choses, mais on a envisagé cette présentation comme, disons, présentation d'un cadre général des politiques actuelles, que ce soit dans le sud ou bien dans le nord. Donc on peut dire que les politiques dans le nord sont des politiques actives, alors que les politiques dans le sud sont des politiques passives. Les politiques dans le sud et dans le nord se présentent comme des politiques donnant-donnant, mais pas en fait comme des politiques gagnant-gagnant, étant donné le caractère asymétrique et déséquilibré de relations. Et ce caractère déséquilibré n'a cessé de s'aggraver dans le contexte de la mondialisation par l'introduction, par l'interdiction de la libre circulation de la main-d'œuvre en créant des dynamiques perverses, que ce soit au sud, compétition entre les pays du sud qui est une compétition agressive, ou bien au nord aussi, qui est une situation de rapport de force régressif, non bénéfique aux acquis sociaux. Et je vous remercie pour votre attention.